Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur les apports de la séquence d'imagerie de perfusion dans la prise en charge des AVC ischémiques. Ce webinaire durera 1 heure, sera enregistré et donc disponible en replay. Nous avons deux thèmes à aborder ce soir. Le premier terme qui est l'apport de la séquence de perfusion dans la prise en charge de l'AVC ischémique par le docteur Hénon. Et ensuite, euh, nous enchaînons Kufechinsky. Il y aura possibilité de poser des questions. Je vous propose à la fin de chaque intervention de discuter autour des questions qui ont été posées. Je vous souhaite un bon webinaire. Je laisse la parole au docteur Hénon. Bonjour à tous, on y va. Bon, comme vous le savez tous, le bénéfice de la recanalisation diminue avec le temps. Les raisons principales en étant en partie l'augmentation du risque de transformation hémorragique dans les recanalisations tardives et surtout l'extension des lésions ischémiques irréversibles. Alors vous verrez dans mes diapos, je les ai parfois appelées corps, parfois zones nécrotiques, aux dépens des lésions ischémiques réversibles, autrement dit la pénombre, et avec une vitesse d'extension qu'on a assez vite constatée comme étant très hétérogène, puisqu'il y a vraiment des malades qui ont très vite des lésions irréversibles et quasiment pas de pénombre, et il y en a d'autres qui progressent lentement, voire même très lentement. Alors, le but des séquences de perfusion, c'est d'évaluer cette zone de pénombre, donc le mismatch radiologique entre les lésions de diffusion considérées comme reflétant, je dis bien considérées comme les lésions ischémiques irréversibles, et la région menacée, la zone de pénombre, là où on a une hypoperfusion mais sans lésion nécrotique, et donc en théorie la quantité de cerveau sauvable. Alors à la phase aiguë d'un infarctus cérébral, quelles en sont les indications? Alors, je vous ai remis ces vieilles courbes, celles que Monsieur Less vous a, enfin pour ceux qui ont connu, parce que le temps passe. À gauche, celle de la thrombolyse, à droite, celle de la thrombectomie. Et simplement rappeler que là, il y a une première petite difficulté qui apparaît, qui va réapparaître quand après on verra les indications des séquences de perfusion, c'est que quand on parle de fenêtre thérapeutique précoce, on ne parle pas de la même chose si on pense thrombolyse et si on pense thrombectomie. Donc, thrombolyse est dans les indications standards, c'est-à-dire NIH à plus de 4, moins d'un tiers du territoire cilié ou aspect supérieur à 7, et thrombectomie, donc toujours dans les premières indications, NIH à plus de 6, aspect à plus de 6, délai inférieur à 6 heures avec les occlusions proximales, carotide interne, segment M1, et puis le M2 et le M2 proximal que je mets toujours un petit peu en italique parce que c'est souvent rapproché, mais ça peut encore potentiellement se discuter. Et donc, on a cette fenêtre thérapeutique précoce, donc 4h30 pour la thrombolyse, 6 heures pour la thrombectomie, qu'on peut potentiellement, si on est très confiant dans l'effet thérapeutique, et si on regarde les courbes et les limites des intervalles de confiance, allonger à 5 heures et quelques minutes pour la thrombolyse et à 7h18 minutes, très précisément, pour la thrombectomie. Alors, c'est quand même des critères restrictifs, et donc, qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres? Les accidents du réveil, les accidents de début connus, les patients qui arrivent vraiment tard, les patients qui ont des NIH bas, les occlusions distales. Alors, c'est là que la perfusion peut commencer à avoir un intérêt. Alors, je vais commencer par la fenêtre thérapeutique tardive parce que c'est là qu'on est le plus probablement evidence-based, avec dès 2018 des études qui étaient basées sur le concept de pénombre et qui ont montré que les traitements de revascularisation, et quand je parle traitement de revascularisation, j'y mets la thrombolyse et la thrombectomie, peuvent avoir un intérêt dans les fenêtres thérapeutiques tardives. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la thrombolyse. Et je vous rappelle qu'on a 2 études positives. Alors, une que j'ai mis dans la fenêtre thérapeutique tardive parce que c'est le wake-up, et donc l'AS non normal en général, il est supérieur à 4h30, qui est basé sur une forme de mismatch, c'est le mismatch diffusion-flare, mais qui en fait c'est pas tout à fait le même concept, c'est un mismatch, mais quand on a ce mismatch, on considère qu'en fait on est précoce. C'est parce qu'on a raté l'heure de début, mais dans l'immense majorité des cas, on est sur un début inférieur à 4h30. Peut-être pas pour tout le monde, mais souvent. Et sinon, dans les vraies fenêtres thérapeutiques tardives, pour le RTPA en tout cas,
On a Extend, et puis après quelques méta-analyses qui ont été construites en incluant des malades d'autres études qui avaient été traitées entre 0 et 6 heures. Et celle-là, elle est vraiment basée sur le mismatch perfusionnel, zone nécrosée, zone hypoperfusée, avec des inclusions sur des imageries de perfusion, IRM ou scanner. Des données qui étaient à l'époque classiques, ça date de 2018-2019, NIH 424. Et le délai, c'était entre 4h30 et 9h après le début des symptômes, si le début était connu. Et pour les wake-up, l'heure de début, elle était considérée comme étant la moitié de la période de sommeil. C'est ce qui permettait de définir les 9 heures. Et puis, il y avait la définition du mismatch, donc volume inférieur à 70 ml, ratio supérieur à 1,2, et quand même un volume de mismatch existant à plus de 10 ml. Et cette étude, elle était positive, et je pense qu'actuellement, on ne l'utilise pas tout à fait assez, parce que je pense que ça nous permettrait, alors je ne sais pas en fonction des centres, mais moi je pense qu'ici, on peut optimiser avec la perfusion et pouvoir traiter des patients par thrombolyse qui ont des infarctus à heure de début inconnue ou des wake-up, mais chez qui l'IRM n'est pas possible. Donc si on ne peut pas faire d'IRM, on n'a pas ce mismatch, enfin on n'en a pas l'appréciation des WI flares, et avec le scan de perfusion, potentiellement on peut les traiter, on peut rattraper quelques malades par les flanaires. Et puis, vous savez qu'on ne sait pas bien quoi faire avec le flair. Le flair dans la thrombolyse, il y a pas grand-chose d'écrit. Et puis, il y a flair et flair. Et donc, pour des malades qui sont un petit peu au bord, où on n'a pas un vrai blanc diff et rien du tout en flair, eh ben, ajouter des séquences de perfusion, ça peut permettre de voir des malades avec des bonnes zones de mismatch bien conséquentes et chez qui on sera poussé à mettre du RTPA. Et puis, je pense que ça peut aussi permettre de traiter certains malades que j'appelle vrais tardifs, donc entre vraiment 4h30 et 9h du début des signes, mais là, sur des données d'imagerie avancée. Alors, petite réserve quand même, c'est qu'il faut faire attention au volume. Dans Extend, ils disent un volume maximum théorique à 70 ml, mais quand on regarde la population incluse, la médiane de volume, elle est à 5 ml, donc c'est quand même des infarctus constitués de petite taille. Il fallait, dans cette étude, les candidats à la thrombectomie sont exclus. Et puis, il y a quand même une forte contamination par les wake-up, puisqu'il y a quasiment 2 tiers des malades qui sont des wake-up. Mais sur ce critère de sélection, on peut quand même les inclure si on n'a pas d'IRM. Alors, est-ce qu'on peut se passer de la perfusion dans les 9 heures? Il n'y a pas d'argument direct vrai, mais il y a quand même des arguments, en tout cas avec le RTPA, mais il y a quand même quelques arguments indirects. Il y a une méta-analyse qui est vieille, qui remonte à 2019, qui montre que le RTPA tardif, selon les critères Extend, n'a d'efficacité que s'il y a un mismatch. Chez les patients traités sans mismatch, ça ne fonctionne pas. Et puis, il y a une étude plus récente, qui est l'étude TWIST, là, publiée tout à fait récemment. Alors, ce n'est pas le RTPA, c'est la tenectéplase. Et là, c'est tenectéplase versus placebo sur les wake-up, sélectionnés sur scanner sans injection, en respectant le tiers du territoire ciliin. Et cette étude, elle est négative. Donc, ça veut dire qu'on ne peut les traiter, c'est des wake-up, que s'ils ont un mismatch diff-flair ou un mismatch diff-perf. Sur scan seul, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'on peut étendre les conclusions d'Extend aux patients qui ont une occlusion vasculaire proximale qu'on va traiter par thrombectomie? Là encore, pas d'argument direct, mais là, il y a une étude qui est parue en 2024, c'est Timeless, et c'est à direct parce que c'est la tenectéplase. Et donc, avec la tenectéplase, où on a pris des malades pourtant avec un mismatch et une occlusion M1, M2, quand on ajoute la tenectéplase à la thrombectomie, on n'amène pas de bénéfice. Est-ce qu'on peut étendre jusqu'à 24 heures du LAS non normal? Là encore, là, on a peut-être des arguments. C'est une étude avec la tenectéplase, c'est TRACE-3 2024. Des malades avec mismatch, une occlusion M1, M2, c'est quelque chose qui a été fait en Chine. Et c'est des malades qu'on ne traite pas par thrombectomie, par disponibilité de la thrombectomie. Des vrais tardifs, 4h30, 24 heures du LAS non normal, 50% de vrais tardifs entre 9 et 24 heures, et cette étude, elle est positive. Alors, est-ce que ça a beaucoup de conséquences pour nous qui traitons les malades par thrombectomie? Probablement pas. Mais peut-être que quand même, les malades chez qui ont des occlusions proximales, mais chez qui on n'envisage pas d'aller jusqu'à la thrombectomie parce que trop âgés, enfin pas trop âgés, mais déjà très dépendants, comorbidité. Il y a quelques malades comme ça de temps en temps.
Et bien peut-être qu'un peu de ténectéplase, s'ils ont les critères de mismatch et l'occlusion M1, M2, on peut leur amener un bénéfice, c'est les essais de TRACE 3, les résultats de TRACE 3. Alors pour revenir à l'activité de thrombectomie, là, et ben finalement, dans la fenêtre tardive, on reste bloqué sur diffuse 3 et down. Alors, je ne reviens pas sur les critères, hein. Une IH à plus de 6 heures, 16 heures du last non normal pour diffuse 3, 6, 24 heures, avec, vous savez, ces fameux critères qui se reposent à la fois, non pas cette fois sur le mismatch de la perfusion, mais sur le mismatch radioclinique, qui dépend de l'âge et du volume. Alors, ces critères-là, c'est sûr, ils sont très sélectifs. Et ils sont très sélectifs, et puis, je pense, s'il y avait des gens qui parlaient, que vous me diriez, mais en plus, ils sont en désaccord complet avec ce qui est rapporté dans les gros volumes. Puisque dans les gros volumes, c'est du 0,24 heures. Sauf qu'il faut les lire, les études avec les gros volumes, et désaccord, moi, je le trouve surtout apparent. Déjà, on a 2 études, c'est Rescue Japan et LAST. Ben, ce n'est pas du traitement tardif, hein, c'est du traitement précoce. Et puis, si on reprend les autres, dans l'étude Tension, c'était pas si tardif, hein, c'est estimation de fin de procédure à moins de 12 heures du dernière fois vue normale. Il y a 40% de wake-up et eux, ils donnent les temps pour ceux qui ont la heure de début connue et leur médiane début des signes, début de thrombectomie, c'est 4h20. Donc, c'est pas si tardif. Si on prend Angela Specht, ils avaient fait 3 groupes, hein, sélectionnés sur du scan sans injection, donc pas d'imagerie de perfusion. Certes, du 24 heures last non normal, mais dans leur dernier groupe, 6-24 heures, donc très tardif, avec quand même des gros volumes, ils n'ont pas inclus de malade. Il y a 30% de wake-up. La médiane entre le last non normal et la rando n'est qu'à 7h40. Et si on inclut 30% de malades last non normal de wake-up, très vite on allonge cette médiane. Et ils ne donnent pas la répartition si c'est tous les wake-up qui sont au bout, vous voyez, dans le tardif. Et Select 2, c'est un petit peu la même chose. Le délai apparaît dans la population un peu plus long, hein, puisqu'entre le last non normal et la rando, il y a 9 heures. Mais eux, ils ne donnent carrément pas leur pourcentage de wake-up. Donc, il y a peut-être une forte contamination par les wake-up. Et d'ailleurs, il y a la petite dernière, c'est l'étude Tesla, qui, elle, a sélectionné les malades sur du scan. Aspect 2,5 sur du scan, NIH supérieur à 6, moins de 24 heures du débit des signes ou du last non normal. Eh ben celle-là, elle n'est pas positive. Donc, je pense qu'on manque encore un peu sérieusement d'indications pour dire qu'on est en contradiction avec les gros volumes. Et pour l'instant, eh ben, quand on est dans la fenêtre thérapeutique tardive, on est resté bloqué et on doit rester bloqué si on veut être evidence-based sur diffuse 3 et down. Alors, il y aura d'autres choses, hein. Je parle rapidement parce qu'il faut qu'on arrête, faut que j'arrive à mon temps. J'ai encore du temps. C'est que bien sûr, on ne va pas rester bloqué là-dessus. Et puis là, il y aura d'autres critères. Il y a Mr. Clean Late qui est basé sur la collatéralité, qui était évalué soit sur le l'angioscanner dans l'immense majorité des cas ou de l'angio-IRM, sans imagerie de perfusion. Alors, c'est une drôle de méthodologie, hein. Ils ont soi-disant éliminé de leur population les patients down et diffuse 3, mais en vrai, dedans, ils n'ont pas pris tout à fait les critères de down et de diffuse 3, avec notamment un ratio de mismatch à plus de 2, un NIH qui n'est pas supérieur à 6, un volume qui est inférieur à 20. Ils ont fait une espèce de mélange de critères down et diffuse 3, ils les ont enlevés. Et puis après, ils ont traité uniquement les malades qui avaient de la collatéralité. Moi, je ne suis pas très forte en évaluation de la collatéralité. Peut-être que Grégory pourra reprendre la parole pour ça. Mais le fait est que sur du malade tardif, on peut aussi sélectionner des malades sur l'évaluation de la collatéralité, qui est, à mon avis, pas beaucoup plus simple, voire probablement un tout petit peu plus complexe que d'évaluer du mismatch. Et puis, je ne suis pas du tout certaine que ces malades qui ont la collatéralité n'aient pas aussi un mismatch, ce qui permettrait, qui à mon avis fait que ces malades se recoupent. Alors ça, la fenêtre tardive, je dirais que c'est là qu'on a le plus d'évidence-based. Après, vous allez voir, je vais parler d'autres patients.
clairement moins evidence-based parce qu'on n'a pas les données. D'abord, le NIH-BA. Alors, comme pour le délai, eh ben, NIH-BA pour la thrombolyse ou NIH-BA pour la thrombectomie, ce n'est pas les mêmes. C'est 0,5 pour la thrombectomie et pour la thrombolyse, ben, ça dépend. C'est soit 0,4, soit 0,5 en fonction des études et selon qu'on considère que le déficit il est invalidant sur le plan clinique s'il persiste ou non. Ce qui rend déjà la chose un petit peu complexe. Mais, et ça rend du coup l'interprétation des études assez compliquée. Parce que dans la méta-analyse d'Amberson, qui est celle qui est la plus connue, dont j'ai tiré la fameuse courbe, on a un bénéfice du RTPA dans les 4h30 si on a un NIH bas. Et en fait, ils ont exclu les patients considérés comme ayant un déficit mineur non handicapant. C'est genre la dysarthrie, un déficit facial et puis une petite hypoesthésie de la main. Alors que dans l'étude PRISM, où là encore on compare le RTPA à l'aspirine dans les 3 heures, chez des patients NIH 0,5 considérés comme justement n'ayant pas ce retentissement clinique, eh ben, l'altéplase, ça ne fait pas mieux. Alors, c'est quand même problématique parce que ce n'est pas si simple de définir comme ça en aigu le déficit mineur handicapant. Et puis, on passe vite du déficit mineur non handicapant au déficit mineur handicapant dans un sens et dans l'autre. Il faut avouer que dans les NIH bas, on n'a pas de données sur l'apport des séquences de perfusion. Je pense quand même que parfois on peut céder. Parce que si on voit un mismatch, notamment en zone éloquente, on se dit que ce malade est quand même un peu plus à risque et on aura envie de le traiter. Et puis parfois, ça peut aussi révéler les occlusions distales. Reconnaître une occlusion distale M2D, M3, M4, eh ben, c'est pas si facile, surtout quand les maladies bougent un petit peu, qu'on ne voit pas le caillot. Et l'imagerie de diffusion-perfusion permet d'orienter pour aller chercher en voyant la zone de mismatch. Et c'est aussi une bonne aide au diagnostic. Alors, c'était pour le RTPA. Alors, pour la thrombectomie, pour l'instant, théoriquement, je ne devrais pas en parler puisqu'il n'y a pas d'indication de thrombectomie pour les NIH 0,5 avec les occlusions vasculaires proximales. On va les avoir bientôt, mais pour l'instant, on ne les a pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les données de la littérature, elles suggèrent que le risque de détérioration neurologique précoce, il est bien plus élevé si on a un mismatch, que possiblement et probablement le bénéfice de la thrombectomie sera différent selon qu'il y ait ou non un mismatch. Il y a même quand même une étude qui suggère qu'il pourrait y avoir un effet délétère. Je vous rappelle que quand même la thrombectomie, ce n'est pas un traitement sans effet secondaire et que en l'absence de mismatch, ça pourrait faire pire que mieux. Donc, dans l'état actuel, parce que ça va vite bouger, je pense que ça peut quand même nous aider déjà à l'inclusion, à l'aide d'identification des patients pour les protocoles de recherche qu'on a en cours sur la NIH-BA. Et puis peut-être pour identifier les sujets qui sont les plus à risque de détérioration. Et donc, ça peut aussi nous pousser à prendre ces malades en transfert un petit peu plus que ceux qui n'ont pas de mismatch et qui sont stables depuis 23 heures, dirons-nous. 23 heures compris, pas 23 heures hier soir. Et alors après, je voulais dire un mot aussi, là aussi, on n'est plus dans l'évidence-based, c'est qu'est-ce qu'on fait des occlusions vasculaires distales. Alors là encore, on n'a rien, mais je voulais profiter de cette période, de dire que en faisant chez ces malades de la diffusion et de la perfusion, ça nous permettra peut-être un peu mieux de les repérer, ça nous peut-être nous permettra de les inclure plus. On a des protocoles de recherche pour les occlusions distales. Et puis, je veux quand même parler de mon M2 prox, enfin de mon M2, parce qu'il y a M2 et M2. Il y a le M2 proximal, le M2 un petit peu plus loin, puis le M2 franchement distal. Dans les branches M2, il y a des grosses branches M2 et des petites branches M2 qui s'occupent de régions du cerveau qui finalement ne parlent pas beaucoup, le temporal droit. Et donc, notamment quand on est tard en route, est-ce qu'il faut vraiment aller désocclure une petite branche M2 qui s'occupe de la région temporale droite quand on est à 18 heures du début des signes? Moi, je pense que ça peut nous amener à réfléchir. On n'a pas grand-chose, mais on a quand même des analyses. Il y en a une, celle-ci, basée sur l'extraction de patients à partir des faits randomisés, qui montre que quand on a des occlusions de M2, où ils ont pourtant inclus à la fois les prox et les distales,
Et une imagerie de perfusion, le traitement de ces M2 n'amène un bénéfice que quand il y a un mismatch. Et donc, le M2 reste pour moi quand même parfois un peu de mystère. Et donc, dans l'attente des résultats en cours, c'est un petit peu le fruit, je vous livre le fruit de mes réflexions parce que ce n'est pas evidence-based. Pour les M2, Proximo, je pense que ça n'a pas d'influence sur l'aigu. Dans les moins de 6 heures, on veut faire régresser de la diff. Et bon, ça, on n'en a pas parlé, mais dans les zones qu'on considère comme irréversiblement malades, on sait très bien qu'il y a un petit peu de mismatch avec des cellules saines. En revanche, quand on commence à être dans l'AVC du réveil ou dans le vrai tardif, moi, je trouve qu'avoir de la perfusion, même dans le M2 Prox, c'est une bonne aide à la décision. Et alors, quand on est encore plus loin, d'abord, ça nous aide à repérer les occlusions. Et puis, je vous dis, pour l'instant, pour le plus loin, on est vraiment encore dans le domaine, pour moi, des protocoles de recherche. Alors, les infarctus étendus, du coup, j'en parlerai pas parce que j'ai quand même bien critiqué déjà toutes les études telles qu'elles ont été publiées. Je dirais que dans le précoce, moins de 6 heures, ou le réveil avec un mismatch diffusion-perfusion, donc où on considère qu'on est dans le moins de 4h30, les études pivots n'ont pas fait appel à la perfusion et on se doute bien quand on a un aspect à 0, on va pas avoir beaucoup de mismatch. Donc, bon, j'ai mis 3 à 5, mais après, selon l'optimisme qu'on a et la confiance qu'on fait à l'AST, pourquoi pas 0,5 ou 2,5. Bon, après, on pourrait reparler de l'aspect. Mais alors, dans les tardifs, et je pense surtout pour le M2 et les volumes déjà élevés, là, je pense que pour avoir des images de perfusion, c'est quand même parfois une sacrée aide. Du coup, je pense que je serais amenée, après avoir relu tout ça, et puis ces études aussi qui ont été publiées là, 2023-2024, je pense que je changerai certaines des propositions que j'ai faites. Je suis d'ailleurs ouverte à la discussion parce que ce n'est pas du tout simple en fonction de l'utilité que vous voulez avoir de l'outil. Si vous voulez l'avoir que pour la thrombectomie ou si vous voulez l'avoir pour la thrombolyse et la thrombectomie. Parce que déjà, on a ce problème de délai. La fenêtre thérapeutique précoce, ce n'est pas la même pour la thrombolyse et la thrombectomie. Donc, si on veut s'en servir pour la thrombectomie, la thrombolyse, il faut raccourcir la fenêtre pour considérer les précoces et les tardifs. Et après, je pense en fonction de vos activités. Moi, c'est un petit peu, vous voyez ce que j'ai fait de ce que j'ai lu. Donc, pas de perfusion pour la thrombolyse. Donc, avec un score NIH handicapant, quel qu'il soit, moins de 4h30, et puis le wake-up avec le mismatch, diffusion-perfusion. Mais par contre, si on a un score NIH 0,5 non handicapant, un wake-up où on n'a pas d'IRM, il y a quelques malades qui ne peuvent pas avoir d'IRM ou qui bougent dedans, ou bien si le mismatch diffusion-flair n'est pas clair parce que le malade il bouge un peu, ça commence à devenir intéressant. Et puis pour les vrais tardifs, entre 4h30 et 9h30 du vrai début des signes, pour l'instant, on n'a pas le droit de les traiter, entre guillemets, si on est evidence-based, en se passant de l'imagerie avancée. Pour la thrombectomie, c'est nos dossiers classiques, les 3-6, 6 heures, NH6, aspect 6, vu précocement occlusion prox. Toujours mon petit M2P, mais sur le M2P, dans cette fenêtre thérapeutique précoce, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Et puis donc, j'ai remis mes wake-up avec le mismatch diffusion-perfusion, puisqu'on les reconsidère comme des précoces. Et puis pour les autres, les NIH bas, je vous dis, on n'a pas encore d'indication vraie de thrombectomie, mais on peut peut-être un peu filtrer les malades, même les précoces. Les wake-up sans IRM, un peu comme la thrombolyse. Et puis pour moi, tout ce qui appartient au vrai tardif, 6-24 heures, je ne suis pas certaine que pour l'instant, les données sur les les petits aspects et les gros volumes soient suffisamment convaincantes pour le vrai tardif pour se passer de diffuse 3 ou de down. Occlusion vasculaire distale, je l'ai carrément mis au milieu parce que là, je pense qu'on n'a carrément rien. Hormis de se dire que les séquences de perfusion peuvent nous aider à les repérer et à nous pousser à la thrombolyse. Aller jusqu'à dire que ça va nous pousser à la thrombectomie en dehors d'études, là, je pense que c'est peut-être pousser un petit peu loin le bouchon avec les études dont on dispose. Voilà.
Alors, on va démarrer. Donc, je suis le professeur Grégory Kuchinski. Donc, je suis maintenant, depuis plus d'un an, le responsable du service de neuroradiologie du CHU de Lille. J'ai donc pris la relève du professeur Pruvot, une sacrée mission. Mais donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'IRM de perfusion en pratique avec l'idée de démystifier un peu cette technique avancée, mais qui va finalement, lorsqu'elle est utilisée à bon escient dans la pratique, être une arme en plus pour la prise en charge des patients qui ont une suspicion d'AVC ischémique à la phase aiguë. Hop. Donc, la première étape, c'est de vous rappeler de quelle technique de perfusion on parle, puisque finalement, l'IRM, c'est une technique formidable qui permet de faire de la perfusion de différentes manières quand on s'intéresse au cerveau. On peut faire de la perfusion avec injection de gadolinium. On peut même faire de la perfusion sans injection de gadolinium. C'est ce qu'on appelle l'ASL, l'arterial spin labeling. Mais la technique dont on va parler aujourd'hui, c'est la perfusion classique en neuroradiologie, qui est dit perfusion T2 étoile, Dynamic Susceptibility Contrast MRI dans la littérature anglo-saxonne, si vous voulez vous y intéresser. C'est celle qui donne finalement le plus d'informations sur l'hémodynamique cérébrale et la manière dont le flux sanguin circule au niveau cérebral. L'arterial spin labeling, c'est une bonne alternative lorsqu'on n'a pas la possibilité d'injecter du gadolinium, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Ça nous donne une idée qui est plus partielle de la perfusion cérébrale. Donc aujourd'hui, on va parler de la perfusion T2 étoile ou Dynamic Susceptibility Contrast MRI. Alors, les premières images que l'on a de la perfusion cérébrale, lorsqu'on parle de perfusion cérébrale, on a en tête ces belles cartes pleines de couleurs. Mais en fait, le premier message que je voudrais vous passer, c'est que ces cartes, en réalité, ce ne sont pas les images qui sortent de la machine. Ces cartes, ce sont des calculs statistiques qui sont faits à partir des données qui sont réellement acquises. Il y a des gens qui lèvent la main. Je m'interromps. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Hop. Le diapo ne défile pas. OK. Encore une fois, je vais essayer de redémarrer le partage. Hop. Ça devrait être mieux comme ça. Donc là, je pense que c'est bon. Vous devez voir mes cartographies de perfusion. Et le titre, les cartes de perfusion sont des cartes statistiques. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, j'y retourne. Donc, effectivement, quand on parle de perfusion, on a souvent en tête ces belles cartes couleurs. Et ce que je vous disais, c'est que ça, ce ne sont pas les cartes qui sortent de l'IRM, qui sortent directement de l'IRM. Pour les obtenir, il y a un calcul statistique qui est réalisé. Ça peut paraître technique, mais en réalité, c'est hyper important. C'est hyper important de toujours repartir des données qui sont acquises, des données brutes, qui sont réalisées par la machine. Et donc, parce que c'est toujours important de comprendre comment les images sont générées et qu'est-ce que ça traduit. Donc, c'est ça que je vais essayer de vous transmettre. Comment est-ce qu'on obtient ces cartes? Comment ça fonctionne? Donc, en fait, c'est beaucoup moins sexy. Vous voyez, les images qui sortent directement de la machine sont plutôt des cartes de ce type, des cartes en noir et blanc. Ce sont des cartes, en fait, qui ressemblent aux séquences qu'on utilise pour la diffusion. Donc, c'est des séquences en T2, écho de gradient, EPI, donc qui n'ont pas pour but d'être très résolues, mais qui ont pour but d'être très rapides. Donc, vous voyez, ça nous permet d'acquérir une vue du cerveau entier en 2 secondes. Le but du jeu, c'est de répéter ces acquisitions de manière dynamique. Donc, toutes les 2 secondes, on va répéter une acquisition, on va avoir une vue de la circulation cérébrale à un instant T. Et en répétant ces informations, ces acquisitions, en même temps, on va injecter du gadolinium. Et donc, vous allez voir ici à l'écran, progressivement, le gadolinium apparaître. Et donc, vous voyez, sur ces cartographies en T2 étoile, lorsque le gadolinium arrive de manière très concentrée dans les vaisseaux, ça donne une chute du signal. Le signal diminue. Donc, on va continuer à suivre le gadolinium et vous voyez qu'après une phase où le gadolinium est très concentré, il va progressivement se laver et le cerveau va redevenir
plus clair. Donc maintenant, ce que l'on va faire avec ces données brutes, ces données longitudinales pour générer les cartes de perfusion dont on a parlé, c'est de regarder ce qui se passe et comment évolue le signal dans chaque voxel de l'image. On va s'intéresser à une région d'intérêt ici et on va retracer l'évolution du signal au cours du temps. Donc vous voyez, c'est l'évolution qu'on vous a décrit, c'est-à-dire qu'au départ, on a une ligne de base, puis le gadolinium arrive dans l'image, il fait chuter le signal, on a un pic négatif, le gadolinium est lavé et on va remonter sur la ligne de base. À partir de cette courbe, on va effectuer un certain nombre de calculs. Et c'est là qu'on va voir apparaître les paramètres qui sont très importants pour la définition du cœur de l'infarctus et la définition de la pénombre ischémique. On va tout d'abord mesurer des paramètres de temps. Ici, le time to peak, le temps au pic, c'est le délai entre le début de l'arrivée du gadolinium dans le cerveau et le pic négatif. Donc on va mesurer ce délai dans chaque voxel de l'image et ensuite on va représenter la valeur obtenue sous la forme d'une carte paramétrique qui vous donne ces jolies cartes colorées. Donc c'est vrai ici pour le time to peak. On va avoir un autre paramètre de temps, qui est le temps de transit moyen, voilà, qui est ici, pardon. Donc le temps de transit moyen, qui reflète la largeur du pic à mi-hauteur. Donc c'est une information sur à quelle vitesse le gadolinium circule dans nos artères. Donc la largeur de ce pic à mi-hauteur, c'est un autre paramètre qui décrit la circulation du gadolinium et donc du sang dans le cerveau. On va avoir un autre paramètre qui est le volume sanguin cérébral, qui est là plutôt un reflet de la quantité de vaisseaux qui est présent dans chaque voxel de l'image. Donc ça, c'est l'air sous la courbe. À partir de cet air sous la courbe, dans chaque pixel de l'image, on obtient une valeur qu'on représente avec une échelle colorimétrique sous la forme de cette carte qui vous est présentée ici. On a ensuite le débit sanguin cérebral. Le débit sanguin cérébral qui correspond en fait à l'amplitude du pic. C'est le ratio entre le volume sanguin cérébral, et la largeur du pic. Donc c'est la vitesse moyenne à laquelle le gadolinium et donc le sang va circuler dans l'image. Et il y a un autre paramètre important dont le docteur Hénon aurait dû vous parler, mais dont elle va vous parler bientôt, c'est le Tmax. Alors le Tmax, c'est une mesure de temps, un peu comme le temps au pic qu'on a vu précédemment. Mais là, on va modifier un peu la courbe pour prendre en compte l'hémodynamique du patient, la fonction d'entrée artérielle. On va faire une opération mathématique qui s'appelle une déconvolution. Donc cette courbe va se modifier un peu. Elle va s'affranchir des variations hémodynamiques globales qui peuvent être différentes d'un patient à l'autre. Et elle va mesurer, encore une fois, le délai entre le pic de la courbe et le début de l'injection du gadolinium. Et donc ça, c'est un autre paramètre de temps qui reflète la vitesse d'arrivée du gadolinium dans le cerveau. Maintenant qu'on a ces belles cartes, comment on va faire en pratique? Donc je vous ai mis une espèce de checklist de comment on prépare un patient à une perfusion. Est-ce que c'est compliqué ou pas? A priori, non. De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'une voie veineuse périphérique. Une voie veineuse périphérique qui va permettre cette injection rapide de gadolinium. Donc ce qu'on recommande, c'est une voie rose ou au-dessus, mais une voie rose, ça suffit. Ça va nous permettre d'injecter à 5 cc secondes avec un injecteur automatique sous forme de bolus, donc une injection à 5 cc secondes. Ça, c'est dans l'idéal. Après, si le patient est tel que vous n'arrivez pas à poser une voie rose, vous êtes obligé de poser un calibre inférieur, on peut considérer qu'il est acceptable de réaliser une perfusion jusqu'à 3 cc secondes. Les données seront fiables et utilisables jusqu'à 3 cc secondes. Ensuite, vous avez besoin d'une séquence de perfusion. Donc, cette séquence de perfusion T2 étoile dont je vous ai parlé, elle doit avoir également certaines caractéristiques. On l'a dit, l'idée, c'est de répéter cette séquence plusieurs fois dans le temps pour avoir un suivi longitudinal du signal au cours de l'injection de gadolinium. Il faut que cette séquence ait une résolution temporelle qui soit égale ou inférieure à 2 secondes par volume cérébral.
Vous voyez, c'est une séquence qui est plutôt courte dans un protocole. Elle peut durer entre 1 minute 30 et 2 minutes, ce qui nous permet de suivre le parcours du bolus de gadolinium dans son temps artériel, dans son intégralité. Et puis, il y a un petit paramètre qui est particulièrement important pour qu'on ait des calculs fiables qui soient faits. Au niveau des courbes, on a besoin d'une ligne de base de 20 secondes. C'est-à-dire que les volumes doivent être acquis à blanc pendant 20 secondes avant de déclencher l'injection de gadolinium. Il faut qu'on ait cette petite ligne de base pour qu'on puisse faire nos calculs mathématiques. Et ensuite, si vous voulez avoir plus de détails sur quelles sont les recommandations pour les séquences de perfusion en fonction du champ magnétique sur lequel vous travaillez, je vous recommande ce papier qui commence à être un peu ancien, mais qui reste d'actualité, sur l'IRM de perfusion, les 5 questions techniques les plus fréquemment posées. Donc, c'est un papier vraiment de référence sur lequel vous pouvez trouver voilà, une espèce de cadre sur comment j'optimise ma séquence de perfusion en fonction de ma machine. Voilà, une fois que vous êtes prêt, je vais vous proposer là une petite checklist d'interprétation. Donc, comme je vous le disais, les cartes de perfusion, c'est des calculs qui sont faits à partir de l'image. Vous devez toujours checker vos images natives avant de vous jeter sur ces belles cartes ou sur les chiffres qui vont être sortis des logiciels de post-traitement automatique. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces images natives ? La première chose, c'est que vous allez vous assurer qu'il n'y ait pas une zone qui soit gênée, dont la visualisation ne soit pas gênée par un artefact de susceptibilité magnétique. Donc là, vous avez une illustration chez un patient, c'est un cas extrême, qui avait un implant cochléaire. Cet implant cochléaire, il génère un artefact qui est particulièrement important, qui nous empêche de voir la plupart du cerveau. Vous vous rendez bien compte que chez ce patient, il est impossible d'avoir des données fiables sur la perfusion cérébrale dans la zone qui est artefactée. Et ça, si vous regardez les cartes de perfusion, donc on peut avoir des exemples qui sont moins extrêmes, avec du matériel chirurgical, avec un remaniement hémorragique, mais si vous regardez directement les cartes de perfusion sans vous préoccuper des séquences, de la séquence native, des images natives, vous pourrez avoir l'impression qu'il y a une hypoperfusion dans une zone du cerveau, alors qu'en réalité, c'est juste lié à un artefact de susceptibilité magnétique. Donc attention, premièrement, je vérifie qu'il n'y ait pas d'artefact de susceptibilité magnétique majeur sur mes séquences de perfusion. Deuxièmement, le fait de suivre ces dynamiques, ça va me permettre de m'assurer que l'injection de gadolinium a bien fonctionné, a bien eu lieu. On a tous en tête des cas d'extravasation, donc on est persuadé que tout s'est bien passé, que le produit de contraste est bien passé. Mais voilà, en fait, il est passé à côté. Et là, c'est une illustration, vous voyez. Vous avez votre acquisition dynamique. Vous attendez que le produit de contraste arrive. Et en fait, il n'arrive jamais. Vous ne voyez pas cette chute du signal sur les séquences natives. Et ça ne transparaît pas parfois sur les cartes couleurs ou sur le post-traitement automatique. Donc, c'est vraiment important de le vérifier. On a aussi le cas classique du manipulateur débutant qui ne connecte pas la perfusion à la voix du patient. Et donc, le gadolinium, ça arrive de temps en temps, le gadolinium qui passe à côté. Et voilà, et on ne s'en rend pas compte si on ne revient pas à ces séquences natives. L'autre élément qui est important, et là j'ai oublié Donc ça, nos logiciels de post-traitement automatique, ils vont vous donner quand même des petits éléments de contrôle qualité pour vérifier ça. Donc là, vous voyez, là c'est l'exemple du logiciel qu'on utilise, qui est le logiciel rapide. Il va vous donner une idée de l'évolution du signal artériel en rouge, de l'évolution du signal veineux en bleu et de l'évolution du signal dans le parenchyme cérébral en vert. Donc là, vous voyez, vous avez de beaux pics qui sont bien identifiés avec des variations artérielles et veineuses aux alentours de 80% de changement de signal. Ça, c'est un bolus de gadolinium qui est de bonne qualité. À côté, vous avez un bolus de mauvaise qualité. Vous voyez que en fait, le pic artériel ne franchit pas ou à peine les 50%. Vous voyez qu'il est très irrégulier. Vous voyez aussi que la courbe verte est complètement plate, la courbe tissulaire. Donc ça veut dire qu'il y a eu un problème au moment de l'injection. Et donc, vos données, ensuite, elles sont pas interprétables. Vous voyez que c'est quand même presque plus facile, là, en regardant les images natives, qu'en visualisant cette sortie de contrôle qualité qui est proposée par notamment le logiciel rapide. La troisième chose que vous devez vérifier et qui est importante, c'est la présence d'artefacts de mouvement.
Donc, vous avez compris, les courbes que l'on trace, on part du principe que chaque point reste le même, au même endroit du cerveau, à chaque instant T. Ce qui veut dire que si votre patient bouge, ben en fait, à un moment, vous êtes dans le noyau codé, au moment d'après, vous êtes dans le ventricule latéral droit, au moment d'après, vous êtes dans la matière blanche. Donc, ça n'a plus aucune signification, aucune cohérence physiopathologique. Donc là, vous voyez ce patient, au cours du temps, au début, ça se passe bien, le gadolinium arrive, et puis ensuite, vous voyez la tête qui saute un petit peu dans l'espace. Là encore, vous avez des outils, notamment avec le logiciel rapide, qui vous permettent de contrôler ce mouvement. Vous voyez, on a en sortie ces courbes, bleues, rouges et vertes, qui vous donnent les degrés de rotation au cours du temps et de translation dans chacun des plans de l'espace. Et donc, vous pouvez considérer, que ce soit en millimètres ou en degrés, qu'on peut accepter des mouvements jusque des valeurs à 1, et ensuite, lorsqu'on dépasse 1 et a fortiori 2, ça va générer beaucoup d'artefacts dans l'image, et donc il faudra prendre les résultats de la perfusion avec beaucoup de pincettes. Donc ça, c'est pour la théorie. Maintenant, comment ça se passe en cas d'AVC? Donc ici, vous voyez, on a un infarctus dans le territoire sylvien gauche. Donc on va réaliser cette séquence de perfusion à droite. On va injecter du gadolinium. On est sur les images natives. Vous allez voir le gadolinium qui arrive avec l'image qui devient plus foncée ici dans l'hémisphère sain à droite. À gauche, il y a la zone infarcie où vous voyez que le gadolinium n'arrive pas. Le parenchyme reste plus blanc, plus en hypersignal. Et puis au contact, on va avoir au contraire une espèce de stagnation du gadolinium qui va persister un peu plus longtemps. Donc ça, c'est la courbe du signal dans le parenchyme sain. Si on se projette maintenant dans la zone de pénombre, ce qui se passe, c'est que cette courbe va être aplatie et décalée vers la droite. Donc, si cette courbe est décalée vers la droite, tous les paramètres de temps que l'on connaît, Tmax, TTP, TTM, vont être allongés. On a un produit qui va circuler plus lentement dans les vaisseaux cérébraux. L'amplitude de la courbe diminue, donc le débit sanguin cérébral est diminué. Mais dans un premier temps, dans la pénombre ischémique, on a des phénomènes de compensation qui vont faire que la courbe, même si elle diminue d'amplitude, elle s'allonge, et donc l'air sous la courbe est globalement initialement préservé dans la zone de pénombre. Donc le CBV, lui, reste globalement identique. Donc cette zone de pénombre, vous voyez, elle a ces caractéristiques-là. De manière pratique, le paramètre que l'on va utiliser pour la définir, c'est le Tmax, avec une valeur seuil qui est supérieure à 6 secondes. Donc, dans les logiciels de post-traitement et dans la plupart des données de la littérature, ce qui ressort, c'est qu'on retient pour mesurer la zone de pénombre, la valeur seuil, on applique un seuil sur la cartographie de Tmax et on retient les zones du cerveau pour lesquelles le Tmax est supérieur à 6 secondes. Si on évolue encore un peu et qu'on se place au cœur de l'infarctus, la courbe va être encore plus décalée, encore plus aplatie, les paramètres de temps vont être encore plus augmentés, le CBF va être encore plus diminué, et là, la grosse différence, c'est que le CBV va être diminué. Donc, notamment en scanner de perfusion, la diminution du CBV est utilisée pour définir le cœur de l'infarctus. En IRM, on n'a pas besoin de ça, puisqu'on a une image qui définit encore mieux la zone nécrosée et le cœur de l'infarctus, c'est la diffusion. Et donc, la plupart des logiciels, et notamment Rapid, utilisent l'ADC avec un seuil de 620 pour définir le cœur de l'infarctus. Donc, voilà comment sont générées ces cartographies. En pratique, qu'est-ce que ça donne? On a ici l'exemple d'un patient, donc toujours notre patient avec son infarctus sylvien gauche. Il est transféré d'une USI-NV pour être éventuellement pris en charge par thrombectomie. À son arrivée au CHU, on le réévalue en IRM. On a une heure de début inconnue, donc on veut à tout prix connaître le mismatch entre la diffusion et la perfusion. Vous voyez qu'on a un flair qui commence à se positiver tout doucement, on a des flux lents, on voit le thrombus sur le T2 étoile, on voit bien l'occlusion de la terminaison carotidienne et de l'artère cérébrale moyenne gauche. En perfusion, qu'est-ce que cela donne donc on va d'abord vérifier, comme on l'a vu, on garde notre checklist,
On vérifie sur les images natives et sur notre petit retour de contrôle qualité que le bolus de gadolinium est bien passé, qu'il n'y a pas trop de mouvement de la tête, donc nos données sont interprétables. En sortie, on va obtenir ces cartes. Une cartographie à gauche du cœur de l'infarctus, donc avec un seuil qui est appliqué à l'ADC. Donc vous voyez ici un volume d'infarctus estimé à 36 ml. À droite, un seuillage des cartographies de Tmax qui mesure la zone de pénombre. Donc vous voyez que la zone hypoperfusée, elle est à 102 ml. Et en fait, la pénombre, c'est le différentiel entre les deux. Et donc il est calculé soit sous forme de mismatch de volume, donc en soustrayant 102 et 36, on obtient un volume de mismatch à 66 ml et on obtient un ratio, on peut aussi faire le ratio entre les deux, on a un ratio à 2,8. Donc ça, c'est les chiffres importants qui vont nous permettre de rendre compte de l'importance de la pénombre. Est-ce qu'il y a une pénombre? Oui, non. Et ensuite, quelle est son importance? Les chiffres, c'est bien, mais je vous invite aussi toujours à vérifier la qualité de vos cartes et la qualité de ces segmentations pour s'assurer que c'est cohérent avec les images anatomiques et avec votre interprétation. Et encore une fois, là, il y a de l'interprétation des cartes qui doit être réalisée. Là, on est effectivement bien dans le territoire sylvien superficiel gauche. C'est assez cohérent avec la présentation clinique du patient également et avec l'impression clinique et le déficit clinique ressenti par le neurologue. Donc ça, c'est le cas typique d'un patient chez qui on va apprécier l'indication ou non d'une revascularisation. Parfois, ça va se corser. Donc, encore une fois, ici, on a une suspicion d'AVC avec les déficits hémicorporels gauche qui évoluent depuis 2 heures, qui est survenu au décours d'un malaise. Sur les images de diffusion, on ne retenait pas de lésions ischémiques, pas de modifications significatives sur le flair, quelques micro-hémorragies, mais rien de particulier sur le T2 étoile. Et puis des choses un peu bizarres au niveau du réseau carotidien et sylvien droit, avec des artères qui sont opacifiées quand on regarde les séquences natives, les images natives, mais un peu moins bien que de l'autre côté. C'est un peu particulier. À cette époque, donc là c'était l'époque où j'étais interne, c'est un cas qui m'a marqué pour tout le reste de ma carrière. J'avais un dogme qui était que voilà, un patient qui est suspect d'AVC avec une imagerie de diffusion normale, il fallait faire une imagerie de perfusion pour comprendre l'origine des symptômes. L'imagerie de perfusion a été réalisée. Vous voyez le contrôle qualité, encore une fois, le bolus de gadolinium est bien passé, pas de mouvement, on peut interpréter les données. Et là, voici le résultat de l'analyse de perfusion. Donc, vous voyez, rien en diffusion, effectivement, pas de cœur de l'infarctus, mais un mismatch incroyable avec une hypoperfusion qui correspond à tout l'hémisphère cérébral droit. Donc là, dans votre interprétation, vous vous dites, ça correspond à quel territoire vasculaire? Ça correspond au territoire sylvien, ça correspond au territoire cérébral antérieur. Donc on est sur l'ensemble du territoire carotidien auquel vous allez, de la carotide interne, auquel vous allez ajouter le territoire cérébral postérieur. Donc là, vous revenez à l'anatomie du patient et vous constatez qu'effectivement, il y a une artère communicante postérieure et que donc, qui est de naissance fœtale, et une disposition fœtale pardon, de l'artère cérébrale postérieure. Et donc l'ensemble de la vascularisation ACA, ACM, ACP est assuré par l'artère carotide interne. Vous rendez compte qu'il n'y a pas d'hypoperfusion en fosse postérieure, donc a priori pas de problème au niveau des artères vertébrales et du tronc basilaire. Donc ça vous invite à regarder ce qui se passe au niveau de l'artère carotide, des artères carotides et des troncs supraortiques. Donc on a une ARM des troncs supraortiques qui a été réalisée. On voit que l'artère carotide interne est moins bien opacifiée, mais le calibre est normal, elle est juste moins bien opacifiée. L'artère carotide commune, même chose. Et en fait, le problème semble se situer encore plus bas. Et si vous revenez encore une fois aux coupes natives, quand c'est compliqué, il faut toujours revenir aux coupes natives, et bien vous voyez qu'ici, on tombait sur une dissection aortique. Donc en fait, c'était une dissection aortique étendue à l'origine des axes artériels à destinée encéphalique, et notamment à l'origine du TABC à droite, qui était responsable d'une hypoperfusion hémisphérique droite. Donc vous voyez, derrière ces cartes de perfusion, lorsqu'il y a quelque chose qui est atypique,
il faut vraiment aller plus loin, interpréter et raisonner en fonction du territoire hypoperfusé. C'est vraiment très, très important. Est-ce que ça colle avec votre tableau clinique? Et s'il y a la moindre atypie, il faut savoir aller plus loin, aller au bout des choses. Deuxième cas clinique, on a une alerte AVC ici chez un homme de 31 ans qui a des paresthésies hémicorporelles et des troubles de langage depuis 3 heures. Encore une fois, l'imagerie de diffusion est normale. L'imagerie de susceptibilité est normale. Le flair est normal. Le TOF est normal. On fait une perfusion en accord avec le neurologue. La perfusion est de bonne qualité, pas de problème de mouvement. Le bolus de gadolinium est bien passé. Cette fois-ci, pas d'anomalie en diffusion, pas d'hypoperfusion sur la carte de Tmax. On a un Tmax qui est supérieur à 6 secondes et pourtant, il y a le chef de clinique qui est aux urgences qui m'appelle parce que si on va un peu plus loin, on se rend compte en regardant les cartes de Tmax, voilà, Rapid nous propose différents seuils. Donc, si on prend un seuil supérieur à 6 secondes, qui est le seuil qui est habituellement retenu, il n'y a pas d'hypoperfusion. Mais si on abaisse un petit peu le seuil à 4 secondes, on se rend compte qu'il y a une zone qui est significativement hypoperfusée. Alors, quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on va raisonner? La première chose, c'est de raisonner en termes de territoire vasculaire. Ici, vous voyez que l'hypoperfusion ne correspond pas à un territoire vasculaire. On est à cheval sur le territoire de l'artère cérébrale moyenne et le territoire de l'artère cérébrale postérieure. Donc ça, c'est le premier niveau de réflexion. Le deuxième niveau, eh bien, dans ces cas-là, il faut aller un peu plus loin, il faut aller regarder les fameuses courbes que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc là, il faut aller dans votre logiciel de post-traitement ou demander à votre radiologue préféré de le faire pour aller avec des régions d'intérêt, regarder comment sont les courbes dans la zone qui est hypoperfusée versus la zone normale contralatérale. Donc en orange, vous voyez le parenchyme sain avec la courbe normale. Et en bleu, vous voyez la courbe dans la zone contralatérale. Et là, vous voyez que cette courbe, en fait, elle ne correspond pas à la courbe qu'on visualise habituellement dans la pénombre. Dans une pathologie vasculaire, ce qui va être le plus impacté, ce sont les paramètres de temps. On va avoir d'abord un décalage de la courbe avec une diminution de son amplitude. Ici, il y a un tout petit décalage du paramètre de temps qui est modeste, des paramètres de temps qui est modeste. On a surtout une diminution d'amplitude. Et donc ça, c'est atypique. Et c'est quelque chose qu'on aura plus facilement dans les strokes mimiques. Donc là, c'était un stroke mimique. Les strokes mimiques sont les crises, les modifications post-critiques ou les auras migraineuses. Dans le cadre de l'aura migraineuse, vous pouvez avoir des hypoperfusions. Donc là, l'élément clé, c'était le fait que ça ne corresponde pas à un territoire vasculaire. Ça, c'est vraiment un élément important. Quand vous avez une hypoperfusion modérée, donc avec un Tmax inférieur à un Tmax qui est augmenté mais qui n'atteint pas le seuil des 6 secondes, et avec un territoire qui ne correspond pas à un territoire vasculaire, vous pouvez suspecter un stroke mimique, donc crise convulsive ou aura migraineuse notamment en fonction du terrain. Dernier exemple, une femme de 41 ans qui nous était transférée secondairement pour réévaluation avec thrombectomie. Encore une fois, on a une heure de début qui n'est pas claire. Il y a visiblement des lésions qui ont un âge différent. On a quelque chose qui est bien constitué dans le territoire sylvien profond droit, avec même quelque chose qui est probablement encore plus ancien au niveau de la tête du noyau codé. Rien en imagerie de susceptibilité, mais vous voyez déjà que cette patiente, elle bouge. Hein, il y a des artefacts de mouvement. Et puis, par contre, on retrouve, alors sur le TOF ici, en fait, par rapport à l'imagerie initiale, où on avait une occlusion complète de l'artère cérébrale moyenne, là, on a déjà une recanalisation en cours de l'artère cérébrale moyenne, une recanalisation spontanée. On fait l'imagerie de perfusion, et là, c'était pour vous illustrer les conséquences potentielles du mouvement. Donc là, vous voyez, on a des courbes qui nous montrent un mouvement important, au-delà de 2 mm, au-delà de 2 degrés. Et donc ça va vraiment influencer les cartes de perfusion. Donc l'ADC, il n'y a pas de problème, là il n'y a pas d'artefact sur la séquence de diffusion. On a un cœur qui est mesuré à 30 millilitres. Par contre, sur le Tmax, vous voyez que cette carte, elle n'est pas très jolie. Hein. Le logiciel a retenu des régions contralatérales, de l'hémisphère contralatéral à l'ischémie, sans raison, ici en basifrontale gauche. Il a retenu les ventricules latéraux qu'il a inclus dans la zone d'hypoperfusion. Donc ça veut dire que cette carte, elle n'est pas
elle n'est pas très fiable et que probablement le Tmax, la zone d'hypoperfusée, la zone de pénombre est surestimée. Elle est très nettement surestimée. Donc, à prendre avec des pincettes. Une manière d'avancer ici, c'était d'aller plus loin avec ces différents seuils de Tmax. Donc, ici, vous retrouviez en rouge cette cartographie de Tmax supérieure à 10 secondes qui correspond normalement à la zone nécrosée. Vous voyez qu'on retrouve cette zone rouge qui est dans les ventricules latéraux, alors que le Tmax supérieur à 6 secondes qui est en vert, qui correspond au vrai mismatch, à la vraie zone hypoperfusée, elle est présentée ici. Donc là, si vous vouliez une estimation plus fine du volume de mismatch, probablement que le différentiel entre la zone Tmax supérieure à 10 secondes et Tmax supérieure à 6 secondes était un meilleur reflet du volume de mismatch, puisqu'il s'affranchissait de toute cette zone en rouge, qui était en fait une zone d'artefact qui était considérée comme très hypoperfusée à cause du mouvement. Toujours est-il que c'était ça le message, quand vos cartes sont artefactées, quand il y a du mouvement, ça va influencer directement sur les chiffres. Donc, ne pas prendre en compte les chiffres sans regarder vos cartes de perfusion et vos cartes les segmentations qui sont générées à partir de ces cartes. J'en ai fini avec cette présentation. Donc, les messages que je voulais faire passer, c'était que la perfusion, finalement, c'est facile. Il ne faut pas avoir peur de cette technique. Il y a juste quelques règles à bien respecter. Il y a des chiffres qui vont être générés automatiquement, hein, on l'a vu, qui vont pouvoir définir le mismatch, le volume de mismatch, un ratio de mismatch. Mais ces chiffres, vous ne devez pas les regarder en tant que tels, sans oublier les images. Les images, c'est important, on l'a vu, les images, les cartes de perfusion, dont il faut analyser un peu la distribution. Mais ce qui va être important, c'est toujours de bien prendre en compte la cohérence entre ces images et la présentation clinique du patient. Donc, il y a vraiment un dialogue qui doit être fait avec le neurologue pour s'assurer que votre interprétation, elle est bien cohérente avec la situation clinique. Et je voulais terminer un petit mot avec le projet Ariane, donc qui a été mis en place par le professeur Pruvot, qui continue à porter ce CPRE Ariane et qui donc va nous amener à mailler les IRM de la région, à mailler les centres dans les centres hospitaliers, à mailler les centres hospitaliers de la région, avec la volonté notamment d'harmoniser les protocoles et les séquences à travers la région. Et donc l'imagerie de perfusion, c'est un des axes potentiels sur lesquels on va travailler pour harmoniser nos pratiques et puis partager voilà, nos connaissances, nos trucs et astuces et aussi nos outils de post-traitement potentiellement dans ce cadre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous propose donc de clôturer ce webinaire. Je vous remercie de votre présence. Merci au professeur Kuchinski et au docteur Hénon de leurs interventions apparemment claires. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.